Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti. Nouvelle semaine de débats passionnants. Semaine qui va être rythmée d'ailleurs par deux émissions thématiques. On reparlera souveraineté digitale demain. Émission qu'on a faite d'ailleurs il y a quelques semaines. Et puis automobile. Mercredi, on fera une émission spéciale automobile. Sans doute, depuis le téléphone portable, sans doute il n'y a pas eu un secteur qui a été challengé avec une telle vitesse. Sauf que c'est pas les téléphones qu'on fait, c'est quand même des engins de 2 tonnes, enfin de moins de 2 tonnes quand on est en France. Donc là, ça reste un sujet absolument passionnant. Mais là, on va débattre des deux grands sujets clés évidemment. L'impact économique de la guerre en Ukraine et puis les éléments autour de la campagne électorale et de la campagne présidentielle. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Philippe Wefter. Salut Philippe, bonjour, chef économiste Ostrom Asset Management. Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. Salut Erwan. André Lescruc-Pietri. Salut André. Bonjour Stéphane. Président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Messieurs, surtout les deux macroéconomistes. Oui, t'es macroéconomiste, Erwan? Oui, de formation. Bah alors, faut le dire. Comme dit le merveilleux Jean-Marc Daniel, j'ai les parchemins. J'ai les parchemins. Non, parce qu'il y a assez souvent des procès en légitimité ou en illégitimité qui sont faits par les économistes parcheminés, justement, notamment quand vous êtes un peu trop libéral, quoi. Voilà. Donc, Jean-Marc, à chaque fois, dit « j'ai les parchemins ». Voilà. Impact de la guerre, donc ça fait 1 mois. On s'était parlé au tout début d'ailleurs, Philippe. Comment est-ce que là, vous pouvez donc, indice du climat des affaires INSEE, c'était à la fin de la semaine dernière, reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Climat de l'emploi à un niveau élevé, et on a marqué jeudi dernier, à contre-courant de la tendance générale, la croissance de l'activité globale s'est accélérée en France et a affiché son rythme le plus soutenu depuis juillet. Ce que nous, d'ailleurs, on avait vécu dans notre petite entreprise qui s'appelle Bismart. Et donc, est-ce que cette dynamique, aujourd'hui, est remise en cause par la guerre en Ukraine ? Alors oui, il y a plusieurs choses à voir. Moi, l'indicateur que je regarde le plus précisément, c'est le prix du carbone. Pour visualiser comment les entreprises perçoivent leur situation et leur environnement. Et ce qu'on constate, c'est que depuis le 24 février, le prix du carbone a chuté. Il s'est stabilisé depuis 1 ou 2 semaines, mais il est beaucoup plus bas. Autour de combien, t'as le chiffre en tête ? Autour de 80. Autour de 80. Ce qui reste quand même assez élevé, ça reste historiquement. Élevé. On est bien d'accord, mais on voit bien que la dynamique qu'il y avait avant le 24 février a été cassée, et donc ça traduit une espèce d'attentisme des entreprises. Cela me paraît plus cohérent avec l'indicateur du climat des affaires de l'INSEE qu'avec celui de Markit. Celui de Markit, en fait, la difficulté... Donc Markit, c'est les directeurs d'achat. Oui, c'est quand même un bel indicateur avancé. Oui. La difficulté qu'on a à chaque fois sur l'indicateur Markit, c'est au moment des retournements de cycle. C'est-à-dire que sur un certain nombre de secteurs, l'échantillon est relativement étroit. Et de ce fait-là, le signal n'est pas forcément pertinent. À l'INSEE, il y a des échantillons très larges. Et on le voit bien d'ailleurs dans l'enquête Markit, l'indicateur des services augmente de façon spectaculaire, alors que pour l'INSEE, l'indicateur de services ralentit dans les services, dans la distribution. Donc on n'est pas tout à fait dans la même perception. Et quant à l'emploi, eh bien, on est dans une logique assez habituelle. Si on suit la dynamique du climat des affaires de l'INSEE, j'observe un choc, je réduis mon activité, mais si le choc persiste, à ce moment-là, j'ajusterai l'emploi. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que le choc va être persistant. Ouais. Et en plus, je suis de toute façon dans une telle crise de compétences que s'il y a quelqu'un qui passe sur le plan, à tous les facteurs-là. Mais on a toujours ce décalage entre l'activité qui réagit très vite et l'emploi qui est un petit peu plus long à se dessiner. Banque de France dit entre 3,4 et 2,8 en fonction des cours du baril de pétrole. Voilà. Oui, et en fonction de la durée de la crise. Parce qu'on ne sait pas si ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il peut y avoir plus d'impact économique que ceux qui sont déjà tombés là maintenant, Philippe ? Oui.
Parce qu'on voit notamment que les cours du gaz se sont stabilisés et sont même redescendus un petit peu. Tu le dis sur le carbone, forme de stabilisation aussi. L'industrie automobile assez fortement impactée. On a tous découvert que les Ukrainiens étaient les rois du câblage automobile. Je ne le savais pas. A commencé maintenant à trouver des pistes de substitution. Donc j'ai l'impression que ce qui devait être fait a été fait, quoi. Pour un effet majeur sur le pouvoir d'achat. En Angleterre, 1er avril... Ouais, mais on lâche le pognon sur le pouvoir d'achat, là. Non, mais juste après. En Angleterre, au 1er avril, la facture énergétique des ménages va augmenter de 54%. Parce qu'il n'y a pas de quoi qu'il en coûte sur l'énergie. Et donc, c'est un coût qui est important. Et on voit bien, même en France, même si on a ce quoi qu'il en coûte, quand on compare l'évolution des salaires de référence et l'évolution des prix, on est en baisse de pouvoir d'achat très significative. Et tu peux avoir légitimement aussi un coup de frein sur la consommation, malgré l'épargne accumulée, de la part de ceux qui consomment beaucoup normalement et qui là, l'épargne accumulée ne sera pas Non, ça je comprends. Je dis malgré l'épargne accumulée, tu peux avoir un coup de frein sur la consommation. Le risque, c'est un coup de frein sur la consommation et un coup de frein sur l'investissement. Par attentisme. On ne sait pas ce qui va se passer et j'ai pas envie de brûler toutes mes cartouches dès maintenant. Et si j'ai une voiture à changer en tant que consommateur, je vais peut-être attendre le mois prochain ou le mois d'après. C'est ça. Erwan. Non, c'est difficile d'ajouter. Enfin, l'indice market, il a été fait, si je ne me trompe pas, la collecte a été faite dans les tout premiers jours de l'invasion. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le prochain qu'il va falloir observer pour voir vraiment l'effet qu'il peut y avoir sur le directeur d'achat. Parce qu'en plus, les quelques répondants s'attendaient quand même à un conflit assez rapide. La plupart des observateurs géopoliticiens nous disaient, mais vous inquiétez pas, la Russie, c'est pas la première fois qu'ils envahissent un pays voisin. Ils savent comment faire, de manière très cynique. Ça va durer 3 jours, on n'en parlera plus. Et donc là, l'attentisme, effectivement, on vient de parler Philippe, est extrêmement intéressant et important d'un point de vue justement macro, parce que le seul petit bémol, c'est que si jamais on casse justement le mécanisme de confiance qu'il y avait eu, l'INSEE, la Banque de France, certains économistes, certains conjoncturistes nous disent qu'on est en train de casser l'acquis de croissance, on va juste avoir notre acquis de croissance qu'on a eu à 2-3 cette année, et qu'en fait on va... L'inertie de l'incroyable année 2021. On va pas pouvoir justement aller beaucoup plus au-delà à cause justement de cet attentisme-là. Là où ce qui fait le côté épargne de précaution, quand on regarde, je crois que c'est le CAE qui a publié une étude cette semaine justement assez intéressante dessus, quand on montre la ventilation justement de cette épargne-là, on rappelle, les travaux de la Banque de France montraient qu'en fait les 2 premiers déciles n'avaient pas du tout épargné. Or, il se trouve aujourd'hui que ceux qui n'ont pas du tout épargné pendant la crise sont ceux dont le pouvoir d'achat est le plus amputé, ou en tout cas le plus en danger là-dessus. Bien sûr. Donc, c'est même pas une dynamique de pas de consommation et pas justement d'investissement d'attentisme, c'est un mécanisme de déconsommation par rapport aux ménages justement qui ont une proportion à consommer qui est extrêmement forte. Des 2 premiers déciles, on a 80-90%, voire 95% de conso. Et donc, du coup, effectivement, c'est un mécanisme auto-entretenu. J'ajouterai dessus, effectivement, le conflit qui s'enlise, plus après les différentes assertions que peuvent avoir, justement, les belligérants russes. Quand vous avez la secrétaire d'État aux Affaires étrangères russe qui explique qu'en fait, maintenant, il va falloir dénazifier la Pologne, la Finlande, l'Estonie. Oui, mais on fait la part des choses, là, oui, maintenant. Nous, on fait la part des choses, Stéphane. Mais quand vous discutez avec des gens qui se renseignent uniquement par le journal de 20 heures et qui, du coup, n'ont pas forcément les marqueurs géopolitiques qu'on n'a pas forcément nous, mais qui n'entendent que ça, et ben en fait, mécaniquement, c'est comme pendant la crise du Covid, quand on entendait juste la seule information. Il fait très bien son boulot, le journal de 20 heures, Erwan. Non, je peux pas. Je parle très bien son boulot. Ce n'est pas notre sujet. On referme la parenthèse. Mais il fait très bien son boulot. Les mecs me bluffent même, si tu veux tout savoir. Je ne parle pas du filtre ou du média. Je parle juste de l'information brute telle qu'elle est reçue par des personnes qui n'ont que ça comme canaux de communication, avec tout ce que ça peut engendrer derrière, toute la sémiotique qu'il peut y avoir dans l'imaginaire collectif qui peut en découler. Et ça, c'est la même chose pendant la crise du Covid, où on balançait un chiffre brut le soir à 20h, où Jérôme Salomon nous donnait un chiffre brut en expliquant qu'il y avait plein d'autres variants extrêmement dangereux qui arrivaient, etc. Bref. Donc ça, effectivement, ça ne participera pas au climat de confiance. Mais en tout cas, coup d'arrêt sur la conso des 2 premiers déciles qui sont très consommateurs. Et qui, du coup, de toute façon, on va avoir besoin d'un soutien budgétaire important, quel que soit le candidat qui passe dans 2 semaines, va avoir besoin d'un soutien budgétaire important. Donc, du coup, ça veut dire tout simplement une augmentation, encore une fois, du déficit. Donc, en fait, on recasse encore une fois la confiance sur le long terme, etc. Enfin, on en est à 30 milliards quand même sur le bouclier énergie. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, mais à mon avis, on va continuer. 30 milliards sur le bouclier énergie, plus un peu de milliards de soutien aux entreprises. Je qu'on va continuer, quel que soit l'exécutif qui va passer, on va continuer. Jusqu'au mois de juin, au moins. Juillet. En fait, il est calibré jusqu'au mois de juillet pour laisser au futur gouvernement
le choix de continuer cette politique ou pas. Mais qui de toute façon continuera et qui, si le conflit dure, comme le prédisent certains, qui de toute façon devra être réactivé dans des proportions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui à partir du mois d'octobre. Parce que si vous avez du coup les stocks mais qui diminuent... à l'arrivée, Erwan, tu penses, c'est-à-dire, tu es aussi un peu comme la Banque de France, c'est-à-dire entre 3,4 et 2,8, donc en gros c'est l'acquis de croissance, ça, c'est ça. Hein, Oui, il y a 2,4. Mais ça veut dire qu'on ne tombe pas en récession non plus. Non, ce qui va être intéressant là-dessus, il y a deux choses. Interrogation. Attends, Erwan, tout dépend par rapport à quoi est-ce qu'on parle, par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année avant. Non, mais oui, bien sûr, mais quand on regarde par rapport à là où on devait être, la trajectoire qu'on avait commencé à tracer en fin 2020, début 2021, moi je considère qu'on est en récession parce que d'une part on n'a toujours pas rattrapé et d'autre part on tergiverse, on patauge justement dans des. Et en plus de ça, on ampute notre croissance potentielle. Mais ça c'est un autre sujet que la destruction notamment de compétences qu'il peut y avoir. Donc en fait, pour moi, c'est une récession pas chiffrée, mais c'est une récession dans les chiffres parce que on ne profite pas de la croissance qu'on aurait pu avoir. Un mot, Philippe, et puis. Deux remarques. La première sur les chiffres de croissance, on a effectivement un acquis de 2,4. Donc même s'il ne se passe rien en 2022, on aura une croissance qui partout sera relativement forte. La question, ça va être 2023, où là, les chiffres vont s'effondrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a malgré tout un choc énergétique très fort. Si on regarde le prix du gaz, de l'électricité ou du pétrole, par rapport à la moyenne 2021, on est à 100% de hausse, en moyenne, à peu près. Donc, c'est un choc qu'il va falloir financer. Et c'est toute la question macroéconomique. C'est que sur un choc de ce type-là, on va payer l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement, un transfert interne vers l'extérieur. Et se pose la question, à ce moment-là, de qui paye. À la grande différence du quoi qu'il en coûte, du Covid, tout à fait. Qui Très paye intéressant. En 1975, au moment du premier choc pétrolier, parce que c'est la référence qu'on doit avoir, les entreprises avaient été très largement pénalisées. Les taux de marge étaient effondrés. Par contre, les salariés avaient bénéficié de l'indexation unitaire des salaires, ce qui fait que les salaires ont augmenté très, très fortement et n'ont pas été trop pénalisés. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut pénaliser les consommateurs avec une... Est-ce qu'on veut indexer les salaires comme en 75 ? Certainement pas. Personne ne veut rentrer dans cette logique et le bouclier énergétique de Bruno Le Maire va dans ce sens-là. Est-ce qu'on veut pénaliser les entreprises ? Sûrement pas, parce qu'on avait constaté ces derniers mois une dynamique entrepreneuriale très forte. Et donc, on va retomber sur le budget. Et donc, probablement que le budget... Et donc sur la BCE. Et la BCE devra faire quelque chose. On va en reparler dans un instant. André, comment est-ce que tu vois ça ? Je crois, trois choses. Un, je pense qu'on a du mal à finalement comprendre, parce qu'il y a deux courbes qui se croisent. Il y a à la fois cette reprise suite au Covid, qui est quand même incroyable un peu partout, et on le sent bien, tu l'as évoqué, et ce choc. Et donc, en fait, on voit une résultante, mais qui est en fait un mélange de deux courbes très différentes. Deuxième chose, moi, ce qui m'inquiète vraiment, parce que ça, on le voit partout, c'est il y a le choc énergétique, mais il y a aussi le choc sur les produits agroalimentaires. Et là, ce que moi j'entends, c'est qu'on s'apprête à avoir des augmentations de 10-15% au mois de septembre-octobre. Ça, c'est considérable, avec en plus un impact géopolitique, notamment sur les pays en développement. On pense déjà à la rive sud de la Méditerranée. Et la difficulté, probablement, c'est le fait qu'on n'a pas des modèles qui incluent ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est qu'on va se retrouver avec une guerre probablement, alors pas à bas bruit parce qu'elle sera dramatique, mais qui va s'éterniser, l'espèce de maths, de fait qu'il n'y a aucun gagnant probablement pour les prochains mois, voire pour les prochaines années. Avoir une guérilla au cœur de l'Europe entre deux énormes puissances, enfin deux grands pays, la Russie et l'Ukraine, ça ne s'est jamais vu. On l'a eu un tout petit peu avec la guerre. On l'a eu pas mal autour du Donbass quand même. C'est-à-dire que c'est quand même une situation endémique. Ça n'avait pas du tout la même ampleur. Là, on a quand même un pays de la taille de la France qui va se retrouver avec une guérilla urbaine sur une vingtaine de grands centres urbains. Ce que aujourd'hui semble se dessiner, c'est une situation qui sera pourrie pendant plusieurs années. Ça, on l'a jamais vu. J'ai appris un truc la semaine un peu dernière en Yougoslavie. Que toi, tu dois savoir, Philippe, je ne le savais pas, dans les stress tests bancaires, on refusait de modéliser la guerre. En fait, il n'y a pas... les régulateurs avaient décidé que la guerre n'était pas modélisable, alors que celui qui m'a raconté ça, d'ailleurs, ancien cadre dirigeant d'une très grande banque, disait
globalement, si quand même. Hein. Enfin voilà, notamment ce qui se passe Russie-Ukraine, ça se modélise, quoi. Voilà, ça peut rentrer dans un modèle bancaire. Mais la guerre, non, mais ça en dit beaucoup sur notre tournure d'esprit. Il y a encore quelques années, on va en parler avec la défense européenne. Voilà. Non, mais donc effectivement, il n'y a pas de modèle et il n'y a même pas de modèle bancaire. Et pour une raison, à mon sur les avis, sanctions non plus. Hein. Et sur les sanctions, L'ampleur des sanctions n'a jamais été appliquée à ce niveau-là. non, mais sur cet aspect de non-intégration de la guerre dans les stress tests, ça traduit la perception qu'on avait du monde. C'est-à-dire, le monde est un monde globalisé, coordonné, coopératif. Exactement. Et dans l'idée, ce monde doit nous apporter la paix. C'est-à-dire que l'économie, la prospérité va apporter la paix. Et on voit bien que les Russes, aujourd'hui, sont dans une situation difficile. Je ne parle pas de... Ils sont dans une autre lecture de l'histoire. Oui, non, mais le Russe de la rue, lui, voit sa situation changer radicalement parce qu'il avait constaté depuis une dizaine d'années que finalement, l'ouverture au monde, c'était bien. Et donc là, il constate que tous les magasins dans lesquels il allait à Moscou sont fermés, etc. Donc ça change la dimension. Et ça, forcément, l'amène à penser que peut-être Poutine n'a pas forcément tort. C'est ça l'idée. Erwan, je mettrais un tout petit bémol sur le côté la fin de la fin du monde. Oui, mais ça c'est un débat en soi. Là, on est passé. Enfin, on voit que l'économie est quand même l'arme principale justement dans cette guerre. On est passé des guerres mondiales aux guerres mondialisées. L'économie et justement la mondialisation. Là, on est en train de vous dire, au lieu de vous rayer de la carte, on va justement vous exclure du marché mondial. Et je pense que c'est pour l'instant, ça ne porte pas forcément ses fruits parce que Poutine ne se laisse pas faire, il demande à ce qu'on paye son gaz en roubles, etc. Mais je pense qu'à terme, cette guerre d'usure-là, on voit le rouble a diminué de quoi 3, il a été divisé par 2, par 3 carrément. Il est bien remonté après les déclarations de Poutine. 75 roubles pour $1 à 100 aujourd'hui à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il avait quand même plongé à 40, il a remonté. 140. Mais donc je pense qu'effectivement, le fait de dire l'économie était justement le garant de la paix, là on est face à un tournant. Je pense que l'économie peut être justement la meilleure arme de guerre qu'on puisse justement opposer à ces nouveaux conflits-là. Et ça rentrerait justement dans une nouvelle vision de la géopolitique et de la géostratégie, de dire on ne fait plus la guerre avec des hommes et des armes, mais on fait la guerre en fait avec des chiffres et des tableaux. Mais c'est pour ça justement que ce qui est en train de se passer, c'est malheureusement extrêmement passionnant parce qu'on est en train de voir la grande histoire devant nous. Et l'issue du conflit russo-ukrainien, ça nous donnera les clés aussi pour résoudre le conflit à venir, peut-être que beaucoup nous promettent entre la Chine et Taïwan. Ça nous permettra de voir comment est-ce qu'on gère justement ces guerres mondialisées au XXIe siècle. C'est pour ça que moi j'espère vraiment que ce que disait André, j'espère vraiment que les sanctions qu'on va pouvoir avoir, même si elles ne sont pas modélisables, elles vont en tout cas porter leurs fruits parce qu'elles nous permettront justement d'avoir une nouvelle arme de résolution. Écoute, moi ça m'intéresse beaucoup ce débat, on l'a très régulièrement sur ce plateau. J'ai été frappé là, ce matin dans les Échos, le patron de RTE, Régie de transport d'énergie, est le seul à dire ce que pas un responsable politique ne dit, et donc ça me frappe beaucoup quand tu parles de l'arme économique. Pour utiliser l'arme économique, encore faudrait-il qu'il y ait des nations qui soient prêtes à véritablement l'utiliser. Pas un responsable politique ne dit ce que dit tranquillement ce patron de RTE, vous savez, l'hiver prochain se joue aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, éteignez les lumières. Là, aujourd'hui, essayez de baisser votre chauffage. Là, aujourd'hui, commencez à vous rationner autant que faire se peut autour de l'énergie et autour de l'électricité. Pas un de nos responsables ne le dit. Alors, je comprends qu'on est dans une situation, nous, particulière de campagne présidentielle. Mais les Allemands ne le disent pas, les Espagnols ne le disent pas. C'est quand même très étonnant, tu vois, pour manier l'arme économique. Il y a eu hier soir un talk show avec le chancelier allemand qui, pour moi, je vais être un petit peu dur là-dessus, a peut-être joué tout son mandat là-dessus parce que ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'il a, par rapport à toute une série d'économistes qui, justement, en Allemagne, appelle l'Allemagne à modéliser, il ne demande pas à le mettre en œuvre, à déjà modéliser ce que serait un véritable embargo, a dit non, c'est pas possible. Voilà. Et donc, il a opposé des arguments, aucun argument justement, pas de rationalité, et je pense que... l'argument c'est toujours le même, ça n'est pas aux populations allemandes ou françaises de payer la guerre... Et c'est là où on voit qu'on n'est pas encore rentré dans le nouveau monde. C'est-à-dire qu'on reste encore dans un monde de la protection. Pour moi, d'ailleurs, cette logique électorale, et je pense qu'il n'y a pas que le président actuel qui l'utilise, protéger les Français, protéger les Européens, c'est très dangereux parce qu'on protège à court terme. Mais c'est comme avec le bouclier énergétique, ça va durer jusqu'à juin, octobre, et c'est pas indéfini. On ne donne pas la vérité.
Et je pense en plus qu'à cause de ça, on mine la démocratie, parce qu'en fait, on donne cette impression que les dirigeants ne sont pas dans un discours de vérité, ce que tu viens de dire avec Caraco, je crois, le patron de... Oui, c'est ça. J'ai oublié son nom, en fait, le patron de RTE, la régie de transport de L'Allemagne l'électricité. est dans une situation très complexe en même temps, parce que le poids du gaz dans sa consommation d'énergie est très importante, et le poids de la Russie dans sa consommation. Et donc, la question qui est posée, et qui est beaucoup plus complexe qu'en France, est de se dire, est-ce qu'on est prêt à accepter une récession profonde pour cette guerre? Voilà, c'est ça la question. Et alors, Puisqu'on a appris encore en plus, on en apprend tous les jours, une partie du stockage du gaz en Allemagne appartient à Gazprom. Ouais. Et comme par hasard, c'est ce stockage qui a été vidé cet hiver. C'est-à-dire, tout est vide. Ce qui fait réfléchir sur la stratégie de Poutine, quand même. Ça vient de loin, quand même, son histoire. Mais c'est ahurissant. Même sur le territoire allemand, si tu veux, ils se sont mis en partie dans leur stockage entre les mains de Poutine. C'est toute l'ambiguïté du modèle allemand. C'est-à-dire que le modèle allemand, depuis une dizaine d'années, c'est attendre une impulsion qui vient de Chine pour son activité manufacturière et se fournir en énergie à bas coût en provenance de Russie. Ces deux éléments tombent à l'eau. Mais ouais. Et donc, le modèle allemand, que tout le monde a trouvé très vertueux, est en train de prendre l'eau d'une certaine manière. Je crains, Philippe, que tu parles de modèle allemand, mais en fait, ça a juste été un manque de compétences caractérisées. Ça a été un moment. C'est un manque d'anticipation. Personne n'était au courant. Je pense que c'est pas qu'il y ait eu une volonté de nuire. Alors, probablement, il y a des gens comme Schröder qui sont totalement inféodés au régime russe, mais sinon, il y a une absence d'anticipation, une absence de priorité, probablement un peu due au modèle, et moi qui suis plutôt quelqu'un qui suis sur la décentralisation, là, effectivement, le modèle allemand totalement décentralisé montre ses limites, parce qu'en fait, les responsabilités sont fragmentées. Mais attention à ce qu'on est en train de refaire en Europe. C'est la même chose. On a des responsabilités fragmentées. Résultat... Bon, quand il y a une crise, oui, ces responsabilités se ressoudent. La question, c'est que quand cette crise va redevenir à bas bruit ou à moyen bruit, est-ce qu'on saura mettre ses priorités? Quelles sont nos priorités? Défense européenne, toi qui suis ça très très près, tu vois des choses bouger en vrai? Je vois qu'aujourd'hui, notre défense européenne, je vais essayer d'être optimiste aujourd'hui, mais j'ai du mal à le trouver. Il y a un grand projet en ce moment qui s'appelle l'Eurodrone, qui est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est un drone qui vaut 100 millions d'euros, qui va être prêt en 2029 et qui va être à peu près aussi bon que le drone américain qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle le Reaper. Je rappelle aujourd'hui que les chars russes se font dégommer, pour prendre une expression un peu triviale, par des drones turcs qui valent entre 1 et 2 millions de dollars, qui s'appellent les Bayraktar, pour les TB2 précisément, et qui ont été développés en quelques années à peine. Là, on va mettre 7 milliards d'euros pour 100 drones. Alors en plus, quand un drone vaut 100 millions, on va évidemment pas l'utiliser. Ça va être comme les pilotes. Et on a raison de ne pas utiliser les pilotes, parce que la vie humaine n'a pas de prix. Donc on est complètement... Mais alors là, par contre, les autorités européennes étaient ravies du projet Eurodrone, parce que c'était une manière d'investir beaucoup d'argent d'un coup et de dire que le Fonds européen de défense n'a pas de sens. A du sens. Mais ça montre bien Très juste. absence d'anticipation. Quand des programmes durent 10 ans, forcément, on peut être bon au début, mais on va être à côté de la plaque quand on va être à jour. Et en plus, ce retard s'accumule. Là, il y a véritablement, je pense, énormément d'enseignements. Il y a probablement des enseignements aussi, alors je ne suis pas spécialiste de la doctrine militaire, mais sur les chars. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de char, avec des pilotes de chars à l'intérieur, fait encore sens? Non, mais je veux juste rester sur le côté institutionnel européen. Et tu nous décris bien ce qui est en train de se passer. Regardez la boussole stratégique qui a été adoptée. Donc c'est ce papier. Alors, pour la première fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a une première doctrine. Parce que s'il n'y a pas de doctrine, forcément, tout le monde va faire son petit programme, ce qui s'est passé avec tous les programmes européens. C'est-à-dire qu'on avait un nom commun, mais en fait une dizaine de versions. C'était l'avion de transport européen, la 400M. 11 versions pour 16 pays. L'hélicoptère, le NH90, on dit qu'il y a 23 versions. C'est ça qui explique l'explosion des coûts et les délais. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La question, c'est qu'il va falloir totalement changer la rapidité avec laquelle on met ça en œuvre et aussi peut-être les priorités qu'on se donne. Donc il y a un vrai travail institutionnel. C'est l'opportunité de le faire.
c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est dans l'urgence, c'est quand tout le monde sent qu'il y a un problème. Il ne faut surtout pas le reporter dans 6 mois, parce que dans 6 mois, l'urgence sera retombée. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On repart les amis. André, JEDI, donc Joint European Disruptive Initiative, organise 2 jours de conférences, tech et prospective. Qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux dire? Alors le sujet, ce sera sur la souveraineté technologique. On va réunir sur différents sujets qui sont absolument essentiels pour nos sociétés. La santé, la transition énergétique, les matériaux, le digital, des penseurs qui vont nous aider à réfléchir qu'est-ce que c'est le coup d'après. Si véritablement en France et en Europe, on ne veut pas être en permanence dans le rattrapage qui est de moins en moins utile aujourd'hui dans ce monde qui accélère, il faut qu'on essaye justement d'anticiper. Et en fait, l'idée, c'est l'interdisciplinarité, c'est trouver des gens qui viennent du monde des startups, qui viennent du monde académique et vraiment mixer ces mondes-là, ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire aussi au niveau européen. C'est-à-dire on a différentes perspectives. On le voit sur cette guerre, à quel point les pays baltes avaient peut-être une vision un peu différente que nous à l'Ouest sur ce qui se passerait. Et donc, on va réfléchir sur tous ces thèmes. Nous, ça va nous aider sur la mission de JEDI qui est quels sont les grands défis qu'on lance, quels sont les sujets qui sont vraiment les goulots d'étranglement qui, s'ils étaient cassés, qui, si on arrivait à passer devant, nous permettraient d'avoir un avantage compétitif. C'est toujours ta grande histoire, André. Tu dis la stratégie européenne reste pick the winner. Il y a un truc qui marche, alors on va mettre le paquet sur ce truc qui marche, sans se demander si c'est la solution à échéance 10, 15, 20 ans. Disons qu'on n'a pas prouvé en Europe qu'on était les plus rapides sur la mise en œuvre. Là, il faut bien avouer que les grandes plateformes américaines, Elon Musk, etc., nous donnent des exemples tous les jours. Donc, être bon à la mise en œuvre et faire plus vite, meilleur que les autres, je ne pense pas que ça soit notre bon combat parce qu'on est fragmenté, parce qu'on est une diversité, etc. Par contre, avoir la capacité d'anticiper, ça devrait être la force, surtout dans un monde, et on le voit bien avec la crise en Ukraine aujourd'hui, où on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc la capacité à se projeter à 2, 3, 4 ans, il ne faut surtout pas le laisser aux pays autoritaires qui justement arrivent avec un modèle très vertical et qui semblent nous donner des leçons. Je pense qu'en Europe, on a la capacité de le faire, mais à nouveau être très concret, c'est-à-dire ne pas faire de la recherche dans tous les sens, ne pas s'éparpiller, mais essayer de cibler c'est quoi les 5, 10, 20 batailles qu'il ne faut pas perdre. Parfait. Donc, rendez-vous le 29 et 31 mars. J'imagine sur le site de JEDI, Sur le site de JEDI, voilà, Foundation. Oui. retransmis, on va te faire sauter ton truc, tu vas voir. Tu voulais ajouter quelque chose, Philippe, avant que je te coupe la parole pour la pause? Non. On repartait sur la guerre. Non, mais je rebondis sur cette interdisciplinarité. C'est intéressant parce que il y a 2 ans à peu près, Joël Mokyr avait sorti un bouquin en français sur la croissance. J'ai plus exactement le titre en tête, mais peu importe. La culture de la croissance, ça s'appelait chez Gallimard. Et c'était cette idée de dire la révolution industrielle a eu lieu en Europe parce qu'en Europe, on a justement réussi à créer cette diversité entre les régions européennes et entre les disciplines européennes. Et lui suggère, démontre que c'est cette façon de faire et cette réflexion, cette capacité à réfléchir ensemble qui a, à terme, généré la révolution industrielle en Europe et pas ailleurs dans le monde. Et donc, moi, je vais aller regarder le site JEDI en rentrant chez moi. Magnifique. Erwan, un commentaire? Amen. Non, j'ai juste le débat qu'on avait donc avant la pause. C'est vrai qu'il y a donc la fameuse lettre annuelle de Larry Fink aux actionnaires de BlackRock. L'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue ces 3 dernières décennies. Tu vois, il arbitre en faveur de Philippe plutôt. La sécurité énergétique a rejoint la transition énergétique en tant que priorité mondiale, ce qui légitime, dit-il, oui, parce que derrière, quand même, ce qui légitime la volonté de BlackRock de continuer à travailler avec les entreprises d'hydrocarbures. Voilà. C'est pour ça que j'accorderais plus de crédit à ce que vient de dire Philippe que à ce que vient de dire Philippe. Mais bon. Non, parce que mais tu vois, il a mis une pression, mais on l'a beaucoup raconté, mais depuis 4-5 ans, l'énorme pression ESG, elle vient quand même en partie de BlackRock. Quoi, donc, voilà. Elle vient donc surtout, là, il change un peu son fusil d'épaule, c'est clair. Elle vient pas de BlackRock, elle vient du marché qui, du coup, dont BlackRock s'est fait après c'est fait le porte-parole, oui, tu as raison. On peut pas dire que c'est BlackRock qui s'est levé un jour en disant on va faire de l'ESG. C'est parce qu'il y a une appétence des consommateurs
consommateurs et notamment des salariés pour avoir sur. Mais juste une petite remarque. Notre ami Philippe Manière avait dit on a voulu remettre en cause totalement des décennies de mondialisation parce qu'un mec a croqué dans un pangolin pas frais. Je pense que c'est pas parce que justement on a une puissance étrangère qui a envahi un pays voisin qu'il faut remettre en cause toute la mondialisation. Moi, les gens qui t'annoncent la fin de la mondialisation dès qu'il y a un événement exogène, dès qu'il y a un signe noir, moi, surtout pour en plus se vendre derrière leur truc, moi j'y crois C'était pas le trop. débat qu'on avait à la fin de la semaine dernière, je le dis très rapidement. Moi, le sujet, c'est quand même... Alors, je le disais, je vais très très vite. J'ai été grand reporter, j'ai grandi dans les guerres des années 90, qui étaient des guerres de faible intensité. Et jamais on imaginait, quand on était à Sarajevo, jamais on imaginait qu'à nouveau, des avions se mettraient à bombarder des villes. Et puis, tu as vu monter le truc petit à petit quand même, qui a commencé en partie en Irak. La Syrie a amené une intensité de combat que franchement, je n'imaginais pas. Enfin, ça a commencé d'ailleurs en Tchétchénie, très exactement. Voilà. Et donc, tu es à nouveau dans une montée d'intensité des guerres. C'est tout ce que je constate. Tu as forcément quand même là une inversion de tendance. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse y voir une fin de la mondialisation. Enfin, peut-être une mondialisation par régionalisation qui va se faire, qui va s'opérer. Mais quand on regarde aujourd'hui, le monde entier est régi. Enfin, on parle des impacts économiques, on ne parle pas des impacts géopolitiques, on ne parle pas des impacts économiques, on parle de l'arme économique là-dessus, on parle de l'impact sur les ménages. Et je pense que justement, il ne faut pas du tout y voir une fin de la mondialisation. Peut-être une modification peut-être une intensification de la mondialisation à venir, notamment d'un point de vue économique, pour justement éviter ce genre de problème-là. Mais moi, j'y vois pas du tout une fin de la mondialisation. Non, mais très beau débat. Je pense que c'est plus compliqué que ça parce que tu parlais de sécurité énergétique, André parlait de sécurité alimentaire, ça change la donne. Ben, bien sûr. Ça change la donne complètement. Mais Parce bien que d'un seul coup, chacun veut tirer la couverture à lui. Exactement. Et donc, la dynamique des échanges sur laquelle par laquelle on était porté change de nature. On va sécuriser nos approvisionnements en énergie, on va sécuriser nos approvisionnements en blé, maïs, tout ce qu'on veut. Et si on peut le faire au détriment de quelqu'un d'autre, on le fera. Et là où les choses vont être plus complexes, c'est que depuis 30 ans, une bonne partie de l'industrie est partie des pays développés, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe. On a nos ordinateurs, téléphones portables ou je ne sais quoi, ne sont plus fabriqués localement. Donc on reste dans cette mondialisation avec un risque très fort qui est que finalement, comme les Chinois fabriquent nos téléphones, eh bien ils le mettent au prix qu'ils souhaitent. Mais juste un tout petit point. Le truc intéressant étant, ça nous ramène au grand débat de tous les débats un petit peu du monde d'avant, tu sais, sur l'iPhone ou l'eau courante. C'est-à-dire là, j'y pense juste maintenant. Je crois qu'il est quand même un peu plus simple de se passer d'un iPhone que du gaz. Absolument. C'est ça le sujet. Absolument. Voilà, oui, c'est ça mais le sujet. oui. Voilà. Et donc, où sont les avantages comparatifs de chacun ? Et l'Europe puissance agricole doit absolument, alors pour le coup, investir sur cet avantage comparatif, parce qu'à la fin des fins, c'est quand même l'agriculture. Le programme Farm to Fork doit être rediscuté. C'est fini, là. Oui, mais il faut plier les choses. Mais bien sûr que l'iPhone versus l'eau... Farm to Fork, hein, juste. Farm to Fork, oui. Je me trompe tout le temps. Et sur l'arbitrage iPhone contre de l'eau, oui. Mais si on n'a plus de produits techno, qu'on n'est pas capable de les fabriquer, comment on fait ? Bon, juste un point, Stéphane, ce que vient de dire Philippe et ce que disait André, c'est interconnecté et c'est essentiel. Alors, c'est dommage qu'on n'en parle pas dans la campagne, mais l'économiste argentin Harold Prebisch disait que la souveraineté, c'est la capacité de choisir ses dépendances. J'adore cette phrase. Et le fait aujourd'hui, justement, que la France se retrouve... Pourquoi est-ce que la Chine, aujourd'hui, ne se dit pas « je vais soutenir frontalement la Russie dans son conflit » ? Parce que, tout simplement, la dépendance qu'on a avec eux, c'est une dépendance de consommateurs. Mais demain, justement, leur marché grossissant, l'Inde grossissant, la classe moyenne émergente en Afrique, on perdra justement cet avantage. Là, pour l'instant, l'avantage comparatif qu'on a par rapport à eux, c'est simplement d'être les dindons de la farce, d'avoir des belles cartes bleues. Si du coup, demain, on n'a pas ces avantages comparatifs d'un point de vue technologique, et ça peut passer par l'impression de micropuces, ça peut passer par la gestion de logiciels qui sont embarqués dans des voitures autonomes ou peu importe, on perdra notre seul avantage comparatif d'un point de vue géopolitique. Mais ça, je crois que tout le monde l'a un peu compris. Les décisions d'investissement annoncées ici ou là. Non, je suis pas d'accord parce que quand tu as un Bruno Le Maire qui te dit
ah là là, l'Inde a bloqué du 15 mars au 15 juin les exportations de paracétamol. Du coup, nous, il faut qu'on puisse produire du paracétamol sur notre territoire, sachant que le coût de production en français, il est 30 fois supérieur à l'heure que le produit. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'a besoin l'Inde de manière vitale pour ne pas justement faire d'embargo sur son paracétamol à l'export. Et c'est cette question-là. D'ailleurs, l'Inde, Boudi avait dit on n'exporte plus de paracétamol, un produit mondial. Il y a eu des exportations qui sont faites en échange d'importation d'autres biens, notamment des biens à forte valeur ajoutée, des biens technologiques. Donc, on ne se pose pas cette question-là. Et vu qu'on a une classe politique qui se dit on n'a plus de paracétamol, il nous faut du paracétamol en France, on n'arrivera pas. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pas du tout dans le débat. On est dans parce que la population, là encore, se dit au journal de 20h, on me dit qu'il n'y a plus de paracétamol, il faut que je produise du paracétamol. Et pas il faut que je produise tel et tel composant de tel et tel avion. C'est ce que nous disait André. Oui, mais c'est pour ça que malheureusement, que Jedi est important. Malheureusement, André aujourd'hui est minoritaire dans l'opinion politique. Je veux dire, les politiques devraient tous avoir le discours d'André. Ou André devait être un politique, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas. Je vais envisager les deux options. Non, mais tu vois, on n'a pas. Aujourd'hui, on est plus dans la logique. Mais il est trop tard pour déposer les 500 parrainages. On est plus dans la logique paracétamol que dans la logique justement micropuce que défend André. Et ça, je le regrette. Et malheureusement, c'est totalement absent du débat politique. Le plan de France Relance, alors je suis pas, mais c'est pas du tout la logique paracétamol. J'ai discuté récemment avec Bruno Bonnel. Il est vraiment pas dans la logique paracétamol. Mais c'est tout neuf. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Oui, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Et le coup, en plus, c'est quelqu'un qui connaît les deux volets, le volet politique et le volet entrepreneurial. Donc, je pense que c'est un bon casting. Peut-être un point sur Bruno Bonnel et donc France 2030 dont tu parles. Totalement. Pour la première fois, on met des priorités. La vraie question aujourd'hui, on revient sur la méthodologie, c'est qu'il ne faut pas que ces priorités soient gérées de manière interministérielle, parce que sinon, on va avoir à nouveau le court terme. Pour moi, le paracétamol, c'est la souveraineté technologique émotionnelle. C'est le court terme, on essaie de régler. Quand je vois malheureusement les dernières décisions, je vais prendre un exemple sur les semi-conducteurs. Là, on vient d'annoncer avec force trémolo que on a Intel qui met sa grande usine nouvelle de semi-conducteurs, malheureusement en Allemagne. Mais déjà, c'est en Europe. Sauf que, est-ce qu'on a imposé à Intel des transferts de technologie ? Non. Est-ce qu'on a bien compris que nous allons financer 30 à 40% par des subventions européennes, finalement, le sauvetage d'Intel ? Non. Est-ce qu'on a analysé que les seuls qui ne savent pas faire les puces aujourd'hui les plus avancées, celles qu'on veut avoir dans 5 ans, c'est très court, c'est justement Intel, c'est TSMC et Samsung qui savent le faire, mais pas Intel. Alors certes, on va avoir une belle cathédrale que les hommes politiques et femmes politiques vont pouvoir inaugurer, mais on n'a pas réfléchi stratégique. Tu dis Intel, toi ? Oui, on peut dire Intel, mais bon, comme vous. Ah oui, quand même. Intel Inside. Voilà. Donc on va coût marketing d'une puissance extraordinaire. Et donc l'Europe va être Intel Inside, mais je sais pas comme ça, je sais pas si ça va être. dit sur les puces les plus modernes, etc. et tout, c'est béton armé, c'est validé. Ça me surprend un peu quand même. Le fait que Intel ne savent pas le faire. Le fait que Intel soit à la ramasse à ce point-là par rapport à TSMC. Ils sont pas à la ramasse, mais ils sont clairement pas ceux qui aujourd'hui ont démontré. On est dans un monde de track record, pour parler de. Et aujourd'hui, les seuls qui ont la compétence pour le faire. Reconnu. Alors on peut espérer, on peut faire des paris, mais est-ce qu'on veut faire des paris à 30 milliards d'euros avec de l'argent du contribuable européen ? Ça, c'est des vrais paris. Je pense que là, à nouveau, on mélange pas assez les sujets. D'un côté, avec le DMA, on est en train d'essayer de Digital Market Act, de prendre les plateformes vendredi et d'éviter que les plateformes deviennent hégémoniques et partagent et qu'il y ait de l'interopérabilité. Très bien. De l'autre côté, on a ce sujet. On veut qu'il y ait ça. On veut qu'il y ait de l'interopérabilité, du partage et aucune donnée qui parte aux États-Unis. Il y a un vrai sujet, parce que là aussi, le track record des Européens pour mettre en œuvre les amendes, derrière les discours, il est à vérifier parce qu'aujourd'hui, très peu a été payé. Mais peu importe. Qui sont aujourd'hui ceux qui vont avoir besoin des puces les plus avancées ? Dans le téléphone que tu citais, il y a 80 puces à faible compétence, elles sont à forte compétence technologique, mais elles ne sont pas très avancées. Il n'y en a qu'une seule qui est la plus avancée. Ceux qui vont avoir le plus besoin aujourd'hui de ces puces les plus avancées, c'est les téléphones portables, personne n'en produit en Europe, et de l'autre côté, ces grandes plateformes. On aurait pu faire là, pour le coup, un deal extrêmement intelligent en imposant à ces plateformes d'acheter des puces européennes qu'on produit dans nos usines les plus avancées. Et là, on aurait soudain transformé ces plateformes, en ce que disait Erwan, en nous obliger, parce que c'est de nous qu'ils auraient servi. Mais ça, c'est un peu de la grande stratégie, et je trouve que là-dessus, on n'en a pas assez au niveau européen. Tu vois, Erwan, André, là où il y a quelque chose d'un peu désespérant, c'est que tu regardes sur l'avion de combat du futur,
C'est pas... C'est Dassault et Airbus qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'à tous les échelons, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de types qui sont capables de renoncer un petit peu à ce qu'ils pourraient avoir pour le donner à l'autre, pour essayer de faire un ensemble plus grand. On l'a quand même fait dans beaucoup de campagne cas. présidentielle. Moi, je suis pas désespéré, mais je pense qu'il faut probablement effectivement ne pas pick the winner, ne pas dire dès le début que c'est Dassault et Airbus, mais dire c'est le meilleur. Et là, en l'occurrence, c'est prend Dassault, mais je suis pas... Les gars, je me retourne vers les économistes, là, il nous reste un petit quart d'heure. Cette histoire de RSA, ça me passionne parce que... il n'y en a pas beaucoup des bugs comme ça, absolus, entre les économistes, la théorie économique et, je crois, une forme de consensus, et la volonté majoritaire des citoyens. L'ensemble, on va dire, une large majorité de citoyens pensent que oui, absolument, il faut des compensations au RSA, et donc il faut travailler d'une manière ou d'une autre quand on reçoit le RSA, et l'ensemble des économistes disent, mais non, ça ne marche pas, et c'est même contre-productif. On est d'accord là-dessus Comment on explique ce bug? Comment on explique ça Alors, je pense qu'il y a deux visions différentes sur le RSA. Hein. Je ne fais pas la campagne d'un tel ou un tel, mais un tel. Voilà. Attends, parce que la vision de Macron, si toi tu l'as en tête, tu es le seul à l'avoir. Je crois que même lui, il ne l'a pas encore. Hein. Je l'ai comprise, en tout cas, je pense avoir compris en discutant avec certains de ses conseillers en amont pour comprendre un peu le logiciel. Là, il y a une vision qui est celle de Pécresse, qui est de dire ça suffit, l'assistanat, en échange de 500 €, vous devez bosser. C'est la logique Wauquiez, etc. La logique de droite basique. C'est un marqueur politique. Il y a la vision Macron qui, du coup, là, à mon avis, est plus intéressante. C'est pas vous devez bosser pour avoir ces 500 €, c'est en plus des 500 €, je vais vous filer une occupation. La littérature économique, elle renseigne très bien la chose. Hein. Vous avez, au bout de 6 mois d'inactivité, une perte de compétences, une diminution du capital humain, une érosion du capital humain. D'ailleurs, c'est pour ça que le chômage frictionnel des cadres, en général, c'est 3 mois, pas plus. Parce qu'il y a même une dépréciation du salaire qui est acceptée pour justement rester dans l'emploi. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont au RSA sont des gens qui, pour la plupart, ont connu déjà plus de 2 ans d'inactivité. Et donc, du coup, sont des personnes qui, aujourd'hui, sont inemployables. C'est simple, 7 ans après la création du RSA, la moitié des allocataires sont encore au RSA. Voilà. Bien sûr, mais parce qu'en fait, du coup, vous avez des gens qui sont démotivés, qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur envie d'aller sur le marché du travail. J'ai travaillé avec Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, qui est pour moi une initiative absolument extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui pensent que ça ne marche pas, Olivier Boubolga, l'économiste à l'Université de Poitiers, a fait un rapport magnifique critiquant les bonnes et mauvaises choses. Point final, c'est quand même que ça fonctionne extrêmement bien. Qu'est-ce qui fonctionne là-dessus? C'est qu'un mec, au lieu d'être chez lui, qui touche ses 530 € par mois, etc., vous lui faites arbitrer un match de foot le dimanche matin. Vous lui faites encadrer une sortie scolaire avec des gamins. Mais il faut aller le chercher, Erwan. Comment tu vas le chercher? Qui va le chercher? Qui l'encadre? Qui s'assure? Mais c'est pas possible. Non, mais dans ces cas-là, pas les effectifs pour faire ça. Si tu les as, tu t'appuies sur les associations. Il y a des associations, tu leur dis justement dans leur vision d'insertion, vous leur dites, vous vous occupez de telle et telle personne. Les associations sont toujours en demande de besoin de bénévoles. Je peux te le dire de source sûre. Tu vas justement leur dire, vous avez un bénévole qui vient justement gratuitement. En échange, on demande juste à ce que justement vous l'encadriez cette personne-là, pas avec un encadrement accru, mais juste l'inclure dans un collectif. Mais c'est un métier d'encadrer quelqu'un qui est dans cette situation. Non, mais ça marche. C'est pas le retraité sympa qui va faire dring-dring à la sonnette pour dire viens, on va au match de foot. Stéphane, ça ne fonctionne pas. Ça. Je te dis, les exemples de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, ça marche parce que les mecs, tu vas les chercher, tu as des fois des filtres, etc., mais tu vas les chercher, tu les remets en emploi, tu les remets en situation. Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, 80% des mecs qui justement sont des trucs-là trouvent un emploi durable derrière. 80%. Si jamais tu appliques ne serait-ce que 50% des allocataires du RSA qui retournent à l'emploi derrière, tu crées 3 points de PIB de richesse en plus par an. Là, je suis désolé. C'est un problème d'effectif. C'est combien de personnes, Territoire Zéro Chômeur? 80, 100, 150 personnes que tu as mis dans le truc. Parce que pour l'instant, on a un problème d'effectif. C'est comme le gaz, à un moment, tu as un problème physique. Pour l'instant, il y a combien d'expérimentations sur le territoire? Il y a 100 expérimentations. Il y a eu la loi Grand Guillaume II qui est passée il n'y a pas longtemps. On a doublé ou triplé le nombre d'expérimentations. Fais une expérimentation. Le RSA, c'est 10,9 milliards d'euros par an. Tu te dis, plutôt que de faire des chèques à tire-larigot, justement, de machin, tu te dis, moi, je vais mettre 10 milliards sur l'accompagnement, je vais mettre 10 milliards sur les expérimentations de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Et là, c'est pas 100, 200, 300 projets, c'est 200 000, 300 000 projets que je vais chercher. 300 000 projets, c'est simple, c'est quoi? C'est 6 allocataires du RSA par projet. C'est pas énorme. Tu vas chercher ces associations, tu as plus de 5 millions d'associations en France. Tu vas chercher, tu te dis 200 000 associations, je vous file 10 milliards d'euros sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Vous prenez chacun 6 allocataires,
on reprend ce qui a marché dans Territoire Zéro Chômeur longue durée, je mets un contrôleur du travail, je mets un mec de France Travail qui va justement regarder, il a son scope, il a chacun, va avoir 15, 20, 30 associations à gérer, on fait ça sur 5 ans et on voit si ça marche. Et moi je te mets mon billet que ça marche beaucoup mieux que de dire restez chez vous, surtout gardez vos 500 € à regarder les feux de l'amour, ou alors trouver un boulot d'intérêt général que je trouve encore plus humiliant et encore plus justement, parce que tu n'as pas ce sas de reformation. Un match de foot, c'est l'équivalent d'un boulot d'intérêt général quand même. Non, mais il y a deux choses différentes de dire je vais chercher le mec pour qu'il aille ramasser des papiers parce que je l'oblige à avoir justement, sinon il n'a pas ces 500 € là, et de dire je te donne 500 € et en plus je te donne une allocation non monétaire parce que c'est la seule chance que tu as justement de pouvoir te réinsérer. C'est deux visions totalement différentes avec deux effets aussi totalement différents. Philippe ? Moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que la problématique... Mais enfin là, juste, je tiens à dire, c'est une interprétation très très libre d'Erwan de ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, Deux semaines de campagne. Voilà. Non, mais il y a... Parce que lui, il a quand même prononcé le mot emploi et le mot obligatoire. Exactement. Dans sa conférence de presse. Oui, voilà. lui, Alors depuis, ses conseillers rament derrière. C'est activité, c'est pas de travail obligatoire, c'est activité. Il a employé le mot emploi. Oui, oui. Voilà. Ah non, Non, mais activité. Si, non, emploi, je t'assure. la difficulté sur ce type de situation, c'est que depuis la fondation du RMI, il doit y avoir une contrepartie en termes de formation. Et ça fait le RMI à 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus. Donc, et ça n'a pas fonctionné. On n'a pas eu d'impulsion. Alors, il y a eu cette initiative qu'Erwan évoquait sur Territoire zéro chômeur. Territoire zéro chômeur, qui donne des signaux intéressants. Très débattu, je le dis aussi d'un mot, allez regarder ça, bien sûr, notamment Pierre Cahuc, l'un des grands spécialistes du marché du travail. Erwan lève les yeux au ciel, l'un des grands spécialistes du marché du travail. Ça coûte combien, ça rapporte combien, c'est pas comme ça qu'il faut regarder. Il faut regarder on peut toujours discuter, sauf que effectivement, l'objectif de cette initiative, c'est de faire bouger les choses. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu veux descendre sous les 7% de taux de chômage, tu es obligé d'en passer par là. Oui, et donc, l'objectif, c'est pas de dire il faut faire un emploi obligatoire, parce que là, effectivement, la critique qui a été portée est de dire on fait des jobs sous-payés, et donc les collectivités, tout le monde va pouvoir... Non, puis surtout des gars inefficaces, une administration qui perd son temps à contrôler, enfin... Exactement. Non, mais tout faux. On est tous d'accord là-dessus. Par contre... peut-être pas tous, mais une bonne partie des gens qui sont au RSA, qui sont en difficulté, peuvent trouver des moyens de se projeter. Quand on regarde la question des gilets jaunes... Il y a déjà une masse de dispositifs considérables pour ça. Mais oui, mais alors la question, quand on regarde la question des gilets jaunes, un des points qui a été débattu est de dire, en fait, les gilets jaunes, c'était assez réparti sur le territoire, dans des zones où les enquêtes le montrent, l'espoir sur le demain et après-demain est inexistant. Ok, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On dit, c'est pas grave, on vous fait un chèque, et puis... on leur fait des bagnoles électriques en débrouillez-vous, on vous fait des voitures en leasing, c'est pas idiot que etc. nous en parlerons, non. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une capacité à prendre les choses en main ? André, comment est-ce que tu regardes juste cette histoire ? Je trouve que ça ressemble tellement au sujet nous auquel on est confronté. C'est le triptyque expérimentation. Alors, mais qui doit être accompagné. Et on n'en fait pas assez parce que personne n'a de vérité. Et donc il faut tenter les choses. Mais deuxième chose, pour éviter que justement qu'il y ait une flopée de dispositifs et qu'on n'arrête jamais rien, il faut aussi une évaluation très agile, très dynamique. Et pas s'arrêter là. Et donc arrêter très vite quand ça ne marche pas. Et troisième chose, c'est confiance. C'est-à-dire donner ces fameux 10 milliards à 5 millions d'associations. Mais aujourd'hui, notre bureaucratie est incapable de faire ça. Elle ne fait pas confiance. Et en plus, elle se retranche derrière, c'est de l'argent public. Oulala, oulala. Le plan Juncker, 8 étapes pour avoir un petit peu d'argent, ce qui était censé financer... 8 étapes. Mais oui, 8 étapes. Donc non, aujourd'hui, malheureusement, l'administration, avec tout le respect que j'ai pour elle, n'est pas capable de prendre de risques. Et il ne faut pas essayer de lui faire prendre de risques. C'est comme les banques. Les banques ne vont pas prêter du capital risque pour 2% de taux d'intérêt ou 1% de taux d'intérêt. Ça, c'est pas leur métier. Tu sais que c'est l'une des phrases clés de Bruno Bonnell, justement. Le droit à l'échec. Oui. Il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec. Et Bruno dit, ça ne marchera, France Relance, que si on accepte
de se planter que si on accepte de prendre des risques. Je serais ravi de débattre avec lui là-dessus parce que Machiavel disait déjà il y a 500 ans, on ne change pas une structure, on crée quelque chose à côté. Ouais, on ne changera pas l'administration, même si on dit à des fonctionnaires, parce qu'on leur a appris pendant 30 ans à ne pas prendre de risques. On ne va pas les faire prendre des risques en 6 mois. Ce n'est pas possible. Et malheureusement, l'urgence, que ce soit sur le RSA ou que ce soit sur la dépendance technologique, c'est maintenant. Et donc, juste pour finir, puisqu'il nous reste 3 minutes, Erwan, et effectivement, le truc est intéressant. Territoire zéro chômeur, c'est pour toi une logique radicalement différente de emploi aidé, Hollande-Valls, enfin de la logique qui est la logique de la France depuis 20 ans, qui est de dire on crée en fait des activités artificielles pour y loger des gens qui n'ont de toute façon rien à y faire. Et qui n'a pas bien fonctionné du tout. Bien sûr, qui est un massacre total. Et en plus, humiliant, comme le dit très justement... le territoire, ça, c'est pas l'activité artificielle. En fait, tu pars déjà du besoin de la personne. Il y a des personnes, territoires de chômage longue durée, deviennent des cantinières, des aides cantinières. Donc, t'en as un qui avait... il y avait un exemple qui était flagrant. Le mec te disait, ça fait 6 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une boîte, je buvais mon litre de whisky tous les jours devant la télé, et c'était tout. Et là, en fait, le fait d'être réinclus dans un collectif, le mec a dit c'est quoi ta passion? Moi j'adore les vers de terre. Et en fait il a commencé à faire de l'engrais avec ça et maintenant il a la tête d'une PME de 25 personnes le mec. Et tu vois, donc il a créé 25 emplois. Le mec, on allait chercher chez lui, buvait son litre de whisky. Et juste le fait de dire, qu'est-ce que t'aimes? Donc au début, il a travaillé avec les mecs, tu vois, Qu'est-ce que t'aimes? Les vers de terre? Oui, mais aujourd'hui, il crée 25. Aujourd'hui, il a 25 emplois. Bravo. Stéphane, ça devrait être toi qui adore les TPE. Mais ça te montre quand même que t'es sur un exemple incroyable, quoi, sans doute rare. T'en as plein d'autres. Les mecs, le mec, il travaillait avec le service jardinage de la commune. Il était juste là, donc en fait, ça coûtait rien à la commune. Parce que territoire zéro chômage longue durée, c'est l'État qui verse ce que on te verse normalement annuellement, en une fois ou en plusieurs fois pour justement permettre. Et donc du coup, il dit j'aime bien ça, j'ai appris tac. Il a fait une petite formation après gestion d'entreprise. Le mec, il a créé sa boîte. T'as énormément de mecs qui demandent qu'une chose, c'est de pouvoir s'épanouir. Et justement, c'est l'inverse de la logique, c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire et nous on est là en soutien pour t'aider. Et pas qu'est-ce que tu peux faire pour justifier le fait qu'on te donne ça. Je comprends ça. Et c'est pour ça, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est cette logique machiavélique ou schumpeterienne de dire effectivement le nouveau crée toujours et pousse toujours à côté de l'ancien, et en général il fait toujours par l'écraser. C'est ça qui est aussi intéressant. Schumpeter était pessimiste. Hein. Il disait ils se mettent ensemble et ils créent une nouvelle rente. Le nouveau et l'ancien se mettent ensemble et créent une nouvelle rente. Merci les amis, merci beaucoup pour cette discussion fort sympathique. Demain donc, on prolongera un petit peu la discussion qu'avait André autour de la souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté numérique? Et puis on se retrouve mercredi pour parler d'automobile.